Derrière moi, la Seine, nous sommes à La Roche-Guyon, un village qui doit son nom au château de La Roche-Guyon, qui lui-même doit son nom à la roche dans laquelle il est construit. On découvre tout ça ensemble. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. La Roche-Guyon, c'est l'un des plus beaux villages de France. Nous sommes dans le Val d'Oise, à mi-chemin entre Paris et Rouen. Ici, le paysage se rapproche déjà de la Normandie, avec la Seine qui serpente au loin. J'ai rendez-vous avec Christian Broutin pour démarrer ma journée. Il est illustrateur et installé ici sur les hauteurs du village, avec une vue imprenable sur le paysage. Alors aujourd'hui, il présente un de ses visages, bien particulier, mais il a tous les visages possibles et imaginables. C'est le matin, en général, il y a de la brume qui se dissipe lentement. Des fois, c'est magnifique. On a l'impression que c'est le premier matin du monde. Le paysage apparaît tout doucement, la brume se dissout. Le midi, en général, il y a du soleil. C'est le scintillement. On est plein sud. Là, le soleil est au zénith. Oui, la Seine est blanche, magnifique. elle brille. Et puis le soir, les couleurs s'adoucissent, c'est l'allongement des ombres, c'est un bonheur perpétuel. Ça fait 35 ans que je suis amoureux de ce paysage, c'est tellement que c'est devenu mon paysage intérieur, hein, et je m'en lasse pas. Et vous avez aussi travaillé dans votre vie d'artiste avec ce paysage? Absolument. J'ai fait une série de 20 peintures sur le méandre, là. La série de peintures s'appelle Méandre d'ailleurs, et j'ai essayé de retranscrire très modestement un petit peu tout ce que j'ai ressenti devant ce paysage. C'est pas facile, hein, mais comment résumer 35 ans de vision sur 20 toiles, c'est un peu difficile. Il y a d'autres artistes aussi qui ont été inspirés par ce village. Oui, il y a pas mal d'artistes qui sont venus à La Roche. Il y a eu le premier qui s'est intéressé à la région, c'est Daubigny. Et puis, au vu de ces peintures, les autres peintres ont envie de venir voir un petit peu ce qui se passait par ici. Alors, il y a eu Monet qui est venu, bien sûr, il y a eu Cézanne, il y a eu Renoir, il y a eu Degas même, et puis il y avait leur compère Zola aussi qui était là. Ah lui, oui. oui. Et Renoir avait loué une maison juste en face du café, enfin pas en face, au-dessus du café à La Roche. Et puis il a invité Cézanne. Et ils ont peint comme ça, de concert, tous les deux, pendant un petit moment. Alors c'était drôle d'ailleurs parce que à ce moment-là, Cézanne était amoureux. Et il a demandé à Zola de lui servir de boîte aux lettres. Parce que comme il était avec sa compagne officielle... Ah oui, donc La Roche-Guyon, c'est aussi oui. des petites histoires dans la grande histoire. Il y a d'autres choses à La Roche-Guyon qui ont fait que le coup de cœur s'est fait. Ah, oui. Quels sont les endroits que vous aimez? Le coup de cœur, je vais d'abord raconter mon arrivée. Hein, ma femme travaillait à Vernon le matin, moi j'étais libre, j'ai fait un tour dans la région, je cherchais une maison. Et puis quand je l'ai retrouvée à midi, je lui ai dit je vais te faire voir quelque chose, j'ai trouvé le pays de la Belle au Bois dormant. À l'époque, La Roche, c'était... il n'y avait pas de voiture qui passait, pratiquement pas, presque personne dans les rues. Et on a voulu venir au château, on a pris la petite route qui serpentait, c'est la rue où on est maintenant. Et quand on a vu le paysage, on s'est dit ce serait bien d'habiter là. Et puis un beau jour, un agent immobilier nous a amenés ici. Il faisait beau, ça a été le coup de foudre total. Maybe I should never let you wander for fear of my lingering dismay. I don't believe in fairy tales or thunder. I'm just hoping that you're coming home one day. Christian, le public vous connaît pour notamment une affiche très célèbre, l'affiche du film Jules et Jim que vous avez réalisé.
Vous l'avez réalisé avec quelle technique? Bien, comme vous pouvez le voir, le visage de Jeanne Moreau est en photo. Donc c'est un photomontage. Mais juste la tête. Le restant, c'est de la gouache. Et là, par exemple, vous aviez des indications très précises ou... Je n'avais pas d'indications très précises. J'avais le jeu de photos, j'ai fait les maquettes. On a réussi à coincer Truffaut à la fin d'une projection privée d'un autre film qu'il était en train de préparer. Je lui ai fait voir les maquettes. Il m'a dit « Ah, très bien, ça me plaît beaucoup, celle-là. » Et puis c'est tout. Et puis c'était fait. Et puis c'était fait. Et puis cette affiche, elle a été récompensée, non? Oui, j'ai eu le prix Toulouse-Lautrec pour cette affiche-là. Et puis depuis, maintenant surtout, elle est devenue une affiche, une icône de la nouvelle vague, quoi. Dès qu'on parle de la nouvelle vague, l'affiche arrive automatiquement, pratiquement. Pour le moment, j'appartiens à un groupe de peintres qui s'appelle les maxi-réalistes. Et les maxi-réalistes, le maxi-réalisme, en fin de compte, c'est une approche où le réel est toujours un petit peu transgressé. Ouais, ça interpelle. Complètement, voilà, c'est ça. Alors moi, par exemple, j'ai été interpellée par ceci. Oui. L'origine du monde est à La Roche-Guyon. Alors oui, c'est à la fois des illustrations, mais c'est aussi des textes. Oui, c'est un texte de Frédéric Révérend, qui est un peu l'historiographe du château, qui est écrivain, comédien, dramaturge, qui a beaucoup de casquettes lui aussi. Et alors pourquoi l'origine du monde est-elle à La Roche-Guyon? Ben parce que le château est un peu particulier. Il a, disons, c'est un symbole érotique. Voilà, mais bon, il faut le voir il faut le voir d'en haut pour s'en apercevoir. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Hein, c'est ça. Pour nos téléspectateurs qui comprendraient le sens érotique, voilà. On ne va pas en dire plus, mais on va montrer, tout simplement. Et alors, c'est lors du premier vol du dirigeable qu'on appelait le jaune, le dirigeable Le Baudy, qui était fabriqué dans la boucle de Moisson, c'est-à-dire juste en face de La Roche-Guyon. Oui. Et lors du premier voyage, il est venu survoler le donjon. Et alors, il paraît que les gens qui étaient dans la nacelle, quand ils ont vu ça, ils ont poussé des hauts et des ah. Mais ne dirait-on pas, mais enfin, vous n'y croyez pas. Je dois vous avouer que j'aurais pu rester des heures à écouter Christian me parler de La Roche-Guyon, de son paysage et de son château. C'est d'ailleurs au château que je dois retrouver Anne. Elle travaille pour l'association des plus beaux villages de France qui attribue le célèbre label du même nom. Comme nous, avec Terre de France, Anne se balade dans la France entière. Quel beau métier! Vous devez en voir quand même énormément des villages, des très beaux villages. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici, à La Roche-Guyon, qui vous donne un coup de cœur? Déjà, c'est le seul village que l'on ait dans le Val d'Oise et en région parisienne. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de villages à la moitié nord, parce que malheureusement, les dégâts de la guerre ont été beaucoup plus importants dans cette partie-là. Donc déjà, on est content toujours d'aller dans la moitié nord de la France voir un village. Et puis c'est vrai qu'à La Roche-Guyon, moi, ce que j'aime bien, ça me le fait chaque fois que je viens, on arrive par la route, on est dans la campagne et puis tout d'un coup, paf, on prend ce magnifique château. Ah ouais, ça, on ne voit que lui quand on arrive. On s'attend presque pas à le voir. Pour être dans le guide des plus beaux villages de France, comment on fait? Quels sont les critères sur lesquels vous sélectionnez les villages? Alors en fait, les villages sont candidats pour devenir l'un des plus beaux villages de France. Donc au départ, il y a une présélection sur dossier où chaque village candidat doit répondre à 3 critères éliminatoires. Donc la commune doit avoir un maximum de 2000 habitants, 2 périmètres de protection, c'est-à-dire soit un monument classé monument historique et puis un site naturel inscrit par exemple. Et puis la commune doit fournir une délibération du conseil municipal. Et une fois que ces 3 critères-là sont remplis, mon collègue chargé de qualité se rend dans le village, rencontre la municipalité et après il quadrille le village, il fait un reportage photographique de tout le village et cela doit lui permettre de répondre à une grille de 27 critères qui portent sur la qualité patrimoniale, architecturale, urbanistique du village. Donc ça va de l'homogénéité des toitures à la diversité des cheminements, l'enfouissement des réseaux électriques, pour ne donner que vraiment quelques exemples. Alors par exemple, vous, dans le guide, c'est quoi vos préférés?
Alors, Si vous avez le droit d'avoir des préférés. Oui, ben, on a tous le droit d'avoir des préférés, bien sûr. Moi, c'est parce que je ne suis peut-être pas objective, j'ai des origines bretonnes, donc j'aime bien Saint-Suliac dans l'île des Vilaine. C'est un village de Terre-Neuve, donc de ces pêcheurs qui allaient pêcher la morue très loin jusqu'au Canada. Et c'est un village qui est très simple, finalement un peu comme ici, qui a énormément de charme, mais en même temps qui est très vivant, où les enfants jouent au bord de la plage en sortant de l'école. C'est des choses en fait assez simples qui me séduisent. Et puis j'aime bien également Charroux en Auvergne, donc dans le nord de l'Auvergne, qui est connu aussi pour sa moutarde que les grands chefs utilisent dans la cuisine. Ah ouais. Il y en a combien? 157 en France. Ouais, donc, et c'est vraiment un peu partout. Alors beaucoup dans le sud-ouest quand même. C'est vrai que la moitié nord a souffert plus des bombardements et de l'industrialisation aussi que la moitié sud. Et du coup, plus de villages anciens qui sont restés un peu dans leur. Mais ça tend aussi à changer, heureusement. On a récemment classé le village de Veules-les-Roses en Seine-Maritime, donc pas si loin d'ici, avec une architecture plus 19e, balnéaire, etc. C'est aussi un imaginaire du village perché avec les petites rues. Il faut aussi intégrer des villages autres que des villages médiévaux, et c'est ce que la commission qualité s'emploie à faire. Pour retrouver ces 157 villages classés, je vous conseille la lecture de ce guide aux éditions Flammarion. Vous trouverez toutes les références sur notre site internet terredefrance.tv. Avant d'aller visiter le château, j'ai une petite étape à vous proposer. Je suis attendue par Emmanuel dans le potager fruitier du château. C'est un jardin où l'on cultive les plantes et les légumes de manière naturelle. Emmanuel va nous expliquer comment, alors prenez des notes, elle a plein de bons conseils. Donc ce potager, en fait, il est dans l'état dans lequel il était à l'origine face au château. Oui, enfin il n'était peut-être pas tout à fait dans cet état-là, mais en 1741, il a été construit un potager sur les plans exacts que l'on a aujourd'hui. C'est grâce à des archives du département qu'on a retrouvé le livret complet qui présentait parcelle par parcelle tous les noms des arbres, donc les variétés de pommes et de poires, de prunes, de pêches, un total de 700 arbres. C'est vraiment quelque chose à voir d'en haut. Mais en même temps, nous, on est très contents d'être dans le potager parce qu'il s'y passe plein de choses intéressantes. Et alors justement, parmi les choses intéressantes qui se passent, il y a ce mode de culture naturelle. C'est ça, alors en quoi ça consiste? Alors, d'abord, ça consiste à s'appuyer sur les dynamiques naturelles, à s'inspirer même de la nature au maximum et à faire le plus avec elle plutôt que contre elle. Puisque bien souvent, le premier réflexe d'un jardinier, ça va être d'arracher, de couper, de tailler, de nettoyer. Et ce faisant, c'est bien dommage parce que souvent, on se prive de l'aide que peut vraiment nous apporter la nature, au lieu de souvent la considérer comme notre ennemi et notre empêcheuse de récolte. En réalité, plus vous aurez de biodiversité dans un jardin, plus il sera en sécurité. Bah alors ça veut dire quoi? Qu'on défriche jamais, qu'on laisse tout? Non, après il faut se partager, faut se partager les récoltes. Par exemple, pour éviter justement, parce que c'est les insectes qui sont souvent un peu, il y a la mouche de la carotte, la mouche de l'oignon, qui sont donc des insectes qui vont pondre, enfin des mouches qui vont pondre dans les racines et la larve va manger la carotte ou l'oignon. Alors si on mélange par exemple les carottes et les oignons, vous faites un rang de carottes, un rang d'oignons. L'odeur de la carotte va éloigner la mouche de l'oignon et l'odeur de l'oignon va éloigner la mouche de la carotte. Voilà. Bah, c'est génial. Ouais. Donc un petit truc quand même, si vous avez un potager, c'est bon à savoir. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir dans les principes de ces associations de culture, c'est de mélanger le plus possible. Il y a notamment un livre assez connu qui s'appelle « Les poireaux préfèrent les fraises ». C'est joli comme titre. Ces tomates qui viendront peut-être garnir ces plants de tomates, elles iront où après? Alors, la production du potager est vendue dans la boutique du château. D'accord. Ouais. Et donc, il y a des jours où
les habitants du village savent que les jardiniers montent les légumes à la boutique. Et donc en général, ça traîne pas. La rumeur se répand vite dans le village. Ça, voilà, le vendredi matin ou je sais pas, il y a des jours comme ça. Et puis bon bah voilà, la belle saison, il y a des haricots verts, il y a les tomates si tout va bien, il y a des salades, il y a des oignons, il y a des pommes de terre, il y a des maïs, il y a oui, donc si on des vient betteraves. visiter le château et que c'est le bon jour, Voilà. le vendredi peut-être. Oui, donc, souvent le vendredi matin. Voilà. d'accord, Il faut aller vite parce que ça se connaît, ça se connaît dans le village. Donc la bonne technique, venez à la Roche-Guyon, mais arrivez tôt pour pouvoir bénéficier des légumes du potager. Ouais, c'est ça. Si vous hésitiez encore, voilà une bonne raison de visiter la Roche-Guyon. Je me dirige maintenant vers le château. On en parle depuis le début de l'émission, autant vous dire que j'ai hâte de le visiter. C'est assez étonnant comme architecture, il est accroché et même creusé dans la colline, héritier d'un habitat troglodyte typique du village. Martial, mon guide du jour, va me raconter son histoire. Martial, au château de la Roche-Guyon, il y a un truc qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a plein de périodes qui sont représentées. Alors comment ça a été possible ça ? Il faut imaginer qu'il y a à peu près 1000 ans de cela, on est sur une zone qui présente justement, avec la colline juste derrière nous, un profil très différent. On a la colline qui descend pratiquement jusqu'au milieu de la cour que l'on a en contrebas, là, donc, au devant de nous, donc la cour des écuries. Petit à petit, donc, cette roche calcaire elle a été entaillée, on a coupé le roc pour le faire reculer en quelque sorte, et puis donc, au fil du temps, à partir du XIIIe siècle, puis XIVe siècle, et puis après les siècles qui suivent, les différentes familles de seigneurs qui ont été propriétaires du lieu donc, ont souhaité mettre un petit peu leurs pattes au niveau de l'architecture, et puis bon, par touche, des éléments se sont rajoutés, se sont invités sur le lieu. Mais en gardant l'ancien. Mais on garde à chaque fois les parties les plus anciennes et on rajoute au fil du temps. On le voit très bien ici, on a donc une tour qui remonte au XIVe siècle. Oui. Puis juste à côté, donc, on a l'entrée monumentale qui a été percée en 1730, à la demande du grand propriétaire du moment qui s'appelait Alexandre de la Rochefoucauld. Et alors on sait pourquoi, au départ, un château s'est implanté ici. Le château au départ est totalement invisible parce qu'en réalité il est à l'intérieur du roc, à l'intérieur de la colline. Ah oui. C'est un château qui a été façonné par la main de l'homme, comme le dit l'abbé Sugère dans sa chronique du roi Louis VI. Et il explique qu'en fait ici on avait un château pourvu d'ouvertures rares et misérables, un château sans noblesse baptisé La Roche, et qui avait été façonné par la main habile de l'homme dans le roc. Et puis, ça c'est assez exceptionnel, il y en a très peu des châteaux. Des châteaux troglodytes, sans doute, il y en a vraiment eu très très peu. Après, bon, moi j'ai pas le chiffre exact, mais chiffre enfin, exact, en tout cas c'est assez rare. C'est assez rare. Par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est que dans la région où nous sommes, dans cette partie-là de la vallée de la Seine, eh bien, on a beaucoup de villages qui se sont développés de cette manière-là. Les villages qui sont en repartant en direction de Mantes-la-Jolie ou en progressant en direction de Vernon dans l'Eure, on a bon nombre de villages qui se sont aménagés comme ça de manière troglodyte. Martial, comment s'appelle cette terrasse ? C'est la terrasse sud, du fait donc de l'orientation par rapport au reste du château. Et puis donc c'est vrai qu'elle offre une très belle vue à la fois sur le village, sur le verger potager, et puis surtout sur un bâtiment qui est assez important ici en termes d'histoire et en termes de prestige au niveau du château, ce sont les écuries. Alors elles ont été bâties entre 1740 et 1745, et donc l'architecte qui a été en charge des travaux s'est inspiré des grands chantiers qui avaient pu se développer du côté de Versailles et du côté de Chantilly notamment. Oui, c'est vrai qu'on voit une familiarité avec les écuries de Chantilly. Martial, si je te dis « c'est mon plaisir », qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est mon plaisir de servir le roi, comme pour la famille de la Rochefoucauld. Mais voilà. En fait, bon, j'ai un peu triché, je l'ai lu au plafond. C'est vrai qu'on retrouve effectivement au plafond sur cette partie-là du décor la devise familiale, c'est mon plaisir, qu'il faut comprendre effectivement dans le sens, c'est mon plaisir de servir le roi. Pourquoi ? Parce qu'en fait les La Rochefoucauld ont été une famille qui était très proche de la royauté et qui a ainsi fourni pas mal de personnes en charge de responsabilités très importantes au niveau du royaume. Alors là, on est dans quelle pièce ? Alors en fait, on est ici dans une pièce qui a évolué au fil du temps, puisque au Moyen-Âge, c'était la grande salle de réception qui est devenue par la suite la grande galerie qui permet
en fait aujourd'hui de connecter plusieurs parties du château entre elles. Et puis c'est aussi une mise en scène qui est proposée avec cette succession de pièces que l'on voit en enfilade à travers les portes qui nous sont ouvertes. Et donc on faisait la fête ici? C'était une possibilité qui était envisageable avec la dimension assez exceptionnelle de cette pièce. Et puis l'extrême luminosité que l'on peut avoir avec les différentes grandes portes-fenêtres qui ont été intégrées au fur et à mesure. Et le plafond est très intéressant, je trouve. Il date de quelle époque? C'est quoi comme style? Le plafond, comme le reste de la pièce, ont été complètement refaits au milieu du 19e siècle en matière de décor. Et donc là, on est reparti sur un petit peu la manière de décorer du temps de Louis XIV, avec donc ces poutres et ces solives apparentes qui ont été donc réhabillées en quelque sorte et peintes pour rehausser de couleur l'ensemble. Donc le château se poursuit dans ce sens-là, c'est ça? Exactement. La balade, elle on la continue poursuit par là. dans ce sens-là. Cette bibliothèque, mais où est passée la collection? Alors cette collection assez incroyable qui est estimée à peu près à 12 à 15 000 volumes, malheureusement donc a disparu en quelque sorte suite à une grande vente aux enchères qui s'est tenue en 1987 au château. Cette grande vente aux enchères donc, a fait aussi bien disparaître les collections de meubles qu'une grande partie des décors comme les tapisseries. Et puis les livres ont été aussi inscrits à ce registre des ventes. Et du coup, les collectionneurs, les particuliers, mais aussi certaines institutions comme les archives départementales du Val d'Oise ont pu acquérir des volumes. Et il y a quelques années de cela, maintenant, il y a un particulier justement qui a réussi à retrouver quelques volumes issus de cette bibliothèque que l'acquéreur précédent remettait en vente. Et donc ce monsieur, Julien Lacaze, donc, a décidé d'en faire cadeau au château. Chouette. C'est ce qu'on retrouve au centre de la pièce ici, sous la cloche de verre. Voilà. D'accord. Donc voilà quelques volumes issus de cette bibliothèque où on retrouve rehaussés d'or, les armes de la famille La Rochefoucauld et puis les titres des livres, leurs auteurs. Et on les imagine quelque part ici dans les rayonnages. En fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que s'il y a eu des ventes, etc., c'est parce que ce château, il a un statut un petit peu particulier. Effectivement, à l'heure actuelle, le château est toujours propriété privée puisqu'il est il appartient toujours donc, à la famille de La Rochefoucauld. Simplement, donc, depuis plus d'une vingtaine d'années, ce château est co-géré en fait, par le département, puisque ce lieu est devenu un établissement public de coopération culturelle. Et donc le château est ouvert au public, accessible au public. Une grande partie donc, des salons peuvent être visités. Et donc les La Rochefoucauld ont eu besoin de vendre une grande partie du mobilier, des décors, de manière à pouvoir donc, financer des droits de succession. On sort du château, on monte quelques marches et on arrive ici. Un pigeonnier qui date de quand? Alors, on se retrouve effectivement dans le pigeonnier qui a été réaménagé ici au XVIIe siècle. On a encore au plafond les traces des outils qui ont été utilisés justement pour façonner l'endroit. Ah oui. On estime à peu près à 1200 trous, 1200 boulins comme on les appelle, le nombre de niches qui ont pu être réalisées. Aujourd'hui on est un peu loin de ce chiffre. Parce qu'on peut voir qu'à certains endroits, ça a été un petit peu abîmé. Mais c'était des pigeons qui étaient élevés pour les manger ou bien comme pigeons voyageurs? Alors, ils étaient à la fois élevés pour être mangés parce que c'était apprécié au niveau des tables et des seigneurs. C'était aussi élevé principalement parce qu'on récupérait la fiente des pigeons pour l'utiliser pour l'agriculture. Ah, d'accord. Le principe du pigeon voyageur, en fait, en France, il a été vraiment utilisé que bien plus tard, à compter du 19e siècle. Et au Moyen-Âge, c'est vraiment dans l'idée d'enrichir les sols pour l'agriculture notamment. Et la gastronomie. Et la gastronomie. Et alors si on remonte là, on arrive au donjon. Mais il nous reste encore quelques marches. Combien de marches? On doit en avoir encore à peu près 200, une bonne centaine dans la roche, et puis après une petite centaine qui nous attend dans la tour elle-même. On va prendre du courage, et puis on va y aller. On est reparti. Par rapport au niveau de l'eau, on est à peu près à 110 mètres de hauteur. Ouais, donc on a fait un petit peu de sport quand même.
C'est ce qu'on avait dit, on a remonté quelques marches quand même. Et puis donc du coup, ça nous offre un magnifique panorama sur cette partie-là de la vallée de la Seine, le jardin potager en contrebas, et puis une grande partie du village aussi, puis derrière. Et puis la forêt ? La forêt, les coteaux de la Seine. Ça vaut le coup de tenter l'aventure parce que effectivement la vue est magnifique, c'est un super bel endroit pour se dire au revoir, mais surtout un immense merci Martial de nous avoir accompagnés dans cette visite du château qui était fabuleuse. Merci à vous d'être venus et puis de faire découvrir aussi ce lieu tout aussi magique. De là-haut, la vue est imprenable sur le jardin, la Seine et le paysage au loin. Je comprends pourquoi Christian et tant d'autres sont tombés amoureux de ce village. Je dois avouer que moi aussi, je suis séduite. Les rencontres, les bonnes adresses et les livres évoqués dans cet épisode sont à retrouver comme d'habitude sur notre site internet terredefrance.tv.